Bienvenue au Club Le Figaro, au Club politique du Figaro. En ces temps assez mouvementés quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, l'actualité politique nous nourrit amplement. On va s'intéresser aujourd'hui à un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de lui? Il est de plus en plus seul, semble-t-il, dans son palais de l'Élysée. Et nous allons essayer de voir ce qu'il peut faire et quel bilan on peut tirer de son action. On regardera d'abord son impopularité qui est assez lourde, assez forte, presque record sous la Ve République, ses rapports avec Sébastien Lecornu et le gouvernement, et puis ce qui reste du bloc central. Et enfin, vous savez, il y en avait un qui disait il y a quelques années « Putain, encore 1 an et demi !» Voilà, c'est Emmanuel Macron cette fois qui pourrait le dire. Et on va voir ça, on va essayer de décortiquer tout ça avec nos experts du club politique. Avec Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Guillaume, avec Julie Ruiz. Alors si vous avez un problème, si vous comprenez rien à la fiscalité, surtout en ce moment, c'est à elle qu'il faut s'adresser, c'est la meilleure du monde. Guillaume Tabar, on ne présente plus, éditorialiste du Figaro. Et puis Pierre Jacovetti, merci, politologue. Merci d'être parmi nous en cette édition. Alors Guillaume, je me tourne vers vous parce que c'est vous qui avez publié le chiffre, comment on peut dire, assassin, de 11% de popularité pour j'ai envie de dire qu'il ne lui reste plus que 11% de popularité. C'est un chiffre qui est comparable à celui qu'avait François Hollande en 2016, 2 mois avant qu'il n'intervienne à la télévision pour dire qu'il était empêché de se présenter. De se représenter. C'est effectivement un record. Vous faites bien sûr allusion au baromètre du Figaro Magazine, le dernier que nous avons publié la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est extrêmement spectaculaire, puisqu'on peut dire qu'il y a 9 Français sur 10 qui ne font plus confiance au président de la République. On a le sentiment que cette descente, elle ne s'arrêtera pas. Si on prend un peu de recul, il y avait eu un trou d'air très violent au moment des Gilets jaunes, après l'élection de Emmanuel Macron, pardon. Et puis ensuite, il était remonté, il avait repris du poil de la bête. Grâce à la crise sanitaire, notamment. Exactement, grâce à la crise sanitaire. Puis, il y a eu ce qu'on appelait l'effet drapeau au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et là, il est retombé et on ne sait pas s'il peut encore descendre plus bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un record absolu. Pierre Jacovetti, je vais me faire l'avocat du diable. Les deuxièmes mandats, ou les seconds mandats même, des présidents de la République sous la Ve République, ça n'a jamais été un grand succès. Oui, alors vous faites allusion au second mandat de François Mitterrand, par exemple, à celui de Jacques Chirac. Mais même de Gaulle, hein. Et de Gaulle, il y a bien plus longtemps. Dans le cas présent, ce qui est différent, c'est que c'est la première fois qu'on a un président dont on sait qu'il ne se représentera pas depuis la réforme constitutionnelle. Et puis, j'ai cité Mitterrand et Chirac, qui avaient, d'une certaine manière, bénéficié d'un avantage compétitif qui était la cohabitation, qui leur avait permis de se retrouver, d'une certaine manière, en position de pouvoir gérer un certain nombre de sujets, notamment internationaux. Dans le cas d'Emmanuel Macron, il n'y a rien de tout cela. Il y a l'accumulation de crises successives depuis, si on regarde de manière rétrospective, crise de la dissolution, 3 premiers ministres en 1 an, crise de la dette, accumulation de chiffres sonnant l'alerte générale sur toute une série de sujets. Pendant un certain temps, ou un certain nombre d'années, on a cru que la critique et le scepticisme à l'égard du président était concentré sur des sujets régaliens. Et désormais, non seulement il y a le régalien, mais il y a le champ sur lequel on pensait qu'il était, non pas inattaquable, mais en tout cas qu'il était orfèvre en la matière. Et la crise financière est venue abattre, et on le voit dans les chiffres d'ailleurs du Figaro Magazine, c'est très net, on voit bien que le cœur de la dégradation de ces derniers mois, c'est dans la population des retraités. C'est là où il y a une sensibilité particulière pour ces sujets-là, les sujets financiers, l'inquiétude à l'égard de la dette française, de l'endettement. On fabriquait cette espèce de course infinie à l'impopularité. J'ajouterais que vous disiez 11% François Hollande, 11% Emmanuel Macron, mais au goal average, si je puis dire, Emmanuel Macron est battu. Pourquoi ? Parce que dans ces baromètres, il y a toujours un chiffre qu'il faut regarder de très près. C'est les soutiens maximum
et les rejets maximum, c'est-à-dire ceux qui sont sur... Vous savez que c'est des questions qui sont posées en 4 positions. Vous pouvez avoir un avis modéré pour ou contre, et puis vous pouvez être en soutien très fort ou en opposition très forte. Et dans l'opposition très forte, si mes souvenirs sont bons, on est à 63% de rejet maximum. Ouais. Hollande était à 60%. Donc il a dépassé le record de Hollande. Ça veut dire qu'on a dans le pays aujourd'hui 2 Français sur 3, non pas qui jugent le président, qui le critiquent, qui le jugent impopulaire, mais qui sont dans le rejet maximum. Et ça, c'est du jamais vu sous la Ve République, bien au-delà de tous les records accumulés ces dernières années ou décennies par d'autres présidents de la République. C'est ça qui fait le cas d'Emmanuel Macron un cas vraiment à part. Et j'ajouterais pour terminer qu'il y a pour moi une donnée qui probablement parfois, on le voit d'ailleurs, mes anciens confrères sondeurs le disent assez bien dans leurs commentaires ces derniers temps, quand ils posent des questions ouvertes, c'est-à-dire quand on interroge les Français sur les raisons du pourquoi du rejet, ils sont tous assez frappés qu'au-delà du rejet, il y a aussi un registre de haine, de rejet personnel à l'égard du président. C'est terrible ça. Hein. Un discours... Alors, vous ferez peut-être l'avocat du diable, mais il a donné prise à cela, puisqu'il a... Je regardais encore une intervention du président de la République il y a juste un an, au moment où Michel Barnier quitte Matignon. Et il vient expliquer aux Français les raisons de cette crise. Et on est frappé de voir qu'il appelle à l'unité, et dans la même allocution, il considère que ceux qui sont à l'extrême gauche et ceux qui sont à l'extrême droite, dixit Emmanuel Macron, ne sont pas républicains. Donc si vous voulez, il a donné prise à ce discours de rejet parce que lui-même a fabriqué un discours qui a consisté à faire la différence entre les Français bien positionnés politiquement et ceux qui feraient les mauvais choix avant ou après les dissolutions. C'est le président oxymorique. Oui, Mais vous parliez de la haine, j'ai le sentiment, mais vous qui le connaissez mieux que nous, qu'il y en a un qui a suscité un peu ces rejets-là à un moment, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'était un paysage politique, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais c'était finalement il y a 15 en 2012, 2007, 2012. Mais il y avait, dans le cas de Nicolas Sarkozy, un clivage gauche-droite très structuré. Ouais. On n'a jamais, dans le camp de Nicolas Sarkozy, en tout cas dans l'électorat, à l'époque on appelait l'électorat de l'UMP, dans l'électorat de droite, de mémoire, si vous voulez, les popularités du président sont toujours restées au moins au-dessus de 70% dans son propre camp. C'est ça qui a fait la différence. Donc vous avez eu des crises de popularité pour l'ancien président. Il est descendu aux alentours de 25-30, jamais à 10-11, jamais. Ouais. Pourquoi ? Parce que la clé de la popularité, quand vous voulez disposer d'un socle même minoritaire à peu près raisonnable, c'est de susciter ou de continuer à susciter la confiance de ceux qui vous ont fait confiance le jour de l'élection. Et le cas de Nicolas Sarkozy est probablement le dernier cas. François Hollande n'a pas pu se représenter pour cette raison. Et on le voit dans les chiffres de Verian, on voit bien que ce qui fait basculer Emmanuel Macron, qui il y a encore un an était aux alentours de 20-25, hein, quand Barnier... Oui, on disait qu'il avait son socle là. Son socle était là. Aujourd'hui, la majorité des électeurs l'ayant choisi en 2017 puis en 2022 l'ont abandonné. En tout cas, aujourd'hui, le juge sévèrement. Oui, alors Julie, c'est intéressant, parce que, pour rebondir sur ce que dit Pierre, c'est que, par exemple, les retraités l'ont complètement lâché. Les retraités l'ont complètement lâché. Pas complètement. Alors, dans la... Il a perdu. C'est ça, dans la réserve qui lui reste, c'est encore prégnant. Et d'ailleurs, on le voit au sein du socle commun, les retraités, ça reste une population, enfin une partie de la population à laquelle ils essaient encore de s'adresser, puisque c'est encore considéré pour... Alors, ce qui est devenu une galaxie, ça reste une des valeurs refuges, pour autant qu'il reste des refuges à l'idéologie... encore en est-il une, enfin en tout cas au centre, au macronisme, ce qu'on appelle le macronisme. Donc effectivement, et puis si une partie non négligeable, même voire une majorité des retraités ne croient plus en Emmanuel Macron, c'est aussi parce que depuis quelques temps, en tout cas, notamment au cours du second mandat, il y a des réformes qui ont été mises en place et qui sont du poil à gratter, en réalité, pour cette population-là. Et là, on le voit encore sur le lâchage, qui est, on va en parler, je pense aussi de tous ces abandons, mais le lâchage, la suspension, appelez-la comme vous voulez, de la réforme des retraites, c'est aussi une... Et les retraités, pour partie, le comprennent, c'est aussi une façon de leur dire on ne financera pas, ou alors on financera différemment vos retraites. On ne fera pas travailler plus les actifs pour financer les retraites, et ça passe par le gel
des retraites qui étaient contenues dans la copie initiale du budget. Alors là, il est question de la retirer. Le Cornu voulait le sortir de la copie, puisque, en plus, à l'Assemblée, les choses se corsent, le bras de fer est tendu, et le budget, ça passe sous sa casse, en fait, pour Sébastien Lecornu. Donc là, pour l'instant, ils ont lâché, mais le message était clair pour les retraités. C'était de dire, on ne fera pas financer vos actifs, et c'est vous qui allez le financer, parce qu'on va vous priver d'une partie de votre pouvoir d'achat. C'est ça. Alors, il y a une deuxième chose, Guillaume, qu'on dit souvent des présidents, c'est que, finalement, ce sont leurs meilleurs ennemis. Ils sont les meilleurs ennemis d'eux-mêmes. Alors lui, c'est tout trouvé. La dissolution, ça l'a... Là, il s'est vraiment fait harakiri. Oui, tout à fait. Pierre citait tout à l'heure deux grands thèmes un peu identifiants pour un président de la République, soit le champ régalien, hein, autorité, sécurité, etc., et le champ économique, qui était le dernier acquis d'Emmanuel Macron et qui est en train de se retourner. Mais il y a un troisième domaine, c'est tout ce qui relève de l'architecture politique, tout le volet institutionnel. Et là, je pense qu'Emmanuel Macron efface un double constat d'échec. Le premier, c'est que l'idée fondatrice de sa présidence, de son élection en 2017, c'est on sort du clivage gauche-droite, qui est la cause de nos échecs. Hein, Emmanuel Macron dit, s'il théorise ce fameux « en même temps », ça veut dire lorsqu'on en est dans le clivage gauche-droite, eh bien, comme on est prisonnier de ce clivage, on ne peut pas faire les vraies réformes dont on a besoin. Sortons de ce clivage artificiel et on y arrivera. Donc il a, d'une certaine manière, dynamité les partis, avec l'aide très active des partis en question, bien sûr, mais quand même, il a provoqué ce dynamitage. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'a pas suffi de faire cela pour régler les problèmes de fond du pays. Donc son intuition d'un dépassement politique comme étant la clé du changement du pays s'est révélée une faillite à l'arrivée. Et puis, bien sûr, vous avez cité la dissolution, parce que là, l'une des fonctions essentielles du président de la République dans nos institutions, c'est d'être précisément le gardien des institutions. Or là, il a clairement joué avec les institutions. Pour toutes sortes de raisons. On peut dire que lui-même, la veille des élections européennes, a dit qu'une élection européenne ne devait avoir que des leçons européennes et ne pas en tirer des conclusions de politique nationale. Le soir même du verdict, il fait exactement l'inverse. Bon. Ensuite, bien sûr, en politique, on peut faire des choix, on peut faire des erreurs. Jacques Chirac, qui est l'auteur d'une autre dissolution qui n'était pas que rien ne dictait, bon, il a tenté un coup, il a raté, il a échoué, et on a eu la cohabitation avec Lionel Jospin. Mais au moins, les institutions, malgré tout, continuaient de fonctionner. Jacques Chirac a subi une défaite électorale, mais le système politique, le système institutionnel a fonctionné, puisqu'on a vu un gouvernement d'opposition, mais qui disposait d'une majorité à l'Assemblée. Là, il a tout cassé. Et je pense que dans la sévérité du jugement des Français, il y a ça aussi. C'est, vous avez cassé ce qui est censé être la matrice de fonctionnement du pays, et on voit bien qu'il n'arrive pas à en sortir. Et même de manière hallucinante, encore, je crois que c'est depuis la Slovénie, où en gros, il fait la leçon au parti, pour dire, en gros, si ça ne marche pas, c'est de votre faute. C'est vous qui n'arrivez pas à travailler ensemble, c'est vous qui n'arrivez pas à vous entendre, c'est vous qui n'arrivez pas à vous mettre d'accord sous telle ou telle réforme. Bon. Et en s'exonérant totalement de la moindre responsabilité. Et je pense que ce déni de responsabilité, c'est aussi ce qu'aujourd'hui les Français ne lui pardonnent pas. Guillaume ? Oui, c'est intéressant parce qu'on citait dans les domaines présidentiels les institutions, les finances publiques, le régalien. Et puis, il y en a un quatrième où Emmanuel Macron s'est réfugié, et à mon avis à tort, c'est l'international. C'est-à-dire que, enfin, en gros, il considère que c'est tout ce qui lui reste. Et je pense que ça explique, ça participe de son impopularité. C'est-à-dire que ce surinvestissement dans toutes les grandes crises où le président se précipite, souvent de façon d'ailleurs un peu artificielle, pour essayer de montrer que c'est lui qui va pouvoir régler le conflit au Proche-Orient, en Ukraine, ailleurs. Et les Français lui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette agitation ? C'est-à-dire qu'après une erreur aussi lourde que la dissolution, on attendrait de lui un peu de modestie, un peu d'humilité, un peu de retrait, ce qui est évidemment totalement contraire à son tempérament, et sachant qu'il n'y a pour l'instant aucun résultat tangible à cette activité internationale, je pense qu'elle participe de ce rejet par la population. Oui, alors c'est ça qui était intéressant aussi, c'est que on disait que quand il est arrivé au pouvoir en 2017,
il incarnait finalement le renouveau sur la scène internationale aussi. C'était un nouveau visage. Il parlait anglais comme un Anglais, ce qui était rare pour un président français parce qu'on n'a pas eu de précédent dans ce point de vue. Et on s'est dit, il va avoir... Et il avait des idées qui me paraissaient assez intéressantes et claires sur l'Europe, notamment. Finalement, si on fait le bilan, le bilan est assez négatif, est assez mauvais sur le plan international. Je faisais allusion tout à l'heure aux cohabitations qui avaient permis à François Mitterrand et Jacques Chirac de conserver cette prééminence internationale et cette autorité. Pour reprendre ce que vient de dire Guillaume Roquette, c'est vrai qu'il y a un problème de résultat, mais il y a un problème aussi de respect de la voix de la France. C'est-à-dire qu'on a quelques épisodes, y compris très médiatisés, avec des images qui n'ont pas forcément mis très, très à l'aise l'orgueil français. Quand on voit le président Trump railler un petit peu Emmanuel Macron au moment de la signature de l'accord de paix d'il y a quelques semaines, on voit les sourires de Giorgia Meloni, on voit quand même un président qui essaye de se donner du mal pour être présent sur la scène internationale, mais une France de plus en plus contestée dans son discours un peu de prééminence et d'influence internationale majeure, comme si, une fois de plus, on avait là une sorte de métaphore ou d'exemple, d'illustration d'un pays qui n'arrive pas à accepter qu'il n'est plus un pays de premier plan avec un président de premier plan. Et je pense que les Français qui ne sont pas forcément aussi sensibles au suivi de l'actualité internationale comme ils le sont pour leurs propres inquiétudes domestiques, quand ils regardent ce spectacle-là, même avec une forme d'inattention, ils ont le sentiment que le président n'est même plus au rendez-vous sur ce terrain-là, qui est normalement le terrain sous la Ve République, où le président de la République est assez facilement mis en valeur, en tout cas peut se mettre en valeur. Et ça, évidemment, ça n'arrange rien de la situation qu'on vient de décrire. Alors, il y a Xavier Bertrand qui a son idée sur la question et qui dit « mais il ne doit pas présider uniquement à l'international, il doit aussi présider dans son pays ». J'ai toujours dit une chose, c'est qu'on est dans un pays où il a été élu pour 5 ans. Il a dit qu'il entendait aller jusqu'au bout de son mandat. Alors maintenant, il faut bien qu'il comprenne une chose. La politique internationale, c'est important, mais la conduite des affaires du pays, l'intérêt des Français, c'est encore plus important. Et donc, très clairement, aujourd'hui, il faut que le président de la République se remette à présider le pays. Alors, il faut qu'il se remette à présider le pays. Demain, il sera en Charente, Poitou-Charentes, je crois, c'est ça, Charente-Maritime, qu'est-ce que je raconte, Poitou-Charentes, Charente-Maritime, dans un format qui ressemblerait, grosso modo, je crois, au grand débat. Je n'ai pas bien compris ce qu'il allait... il essaye d'exister, il va voir des élus, il va voir des Français. Le problème, c'est que la politique qu'il avait promue, elle est en train d'être détricotée, comme vous l'avez dit. Exactement, là on est quand même dans une période politique qui est complètement trustée, qui tourne complètement autour du budget. Et pourquoi ça tourne autour du budget? Alors c'est toujours très important la période budgétaire parce que c'est ça qui va déterminer ce que la France va pouvoir dépenser ou ne pas dépenser l'année prochaine, ce qu'elle va pouvoir percevoir comme impôt ou ne pas percevoir comme impôt. Donc c'est toujours une période très importante, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais cette année, c'est encore plus au centre, puisque va se jouer encore une fois, et je pense qu'il y a aussi une forme de lassitude vis-à-vis de ça, l'équilibre politique du pays, puisque on ne voit pas comment Sébastien Lecornu, qui est le énième Premier ministre ces dernières années, va pouvoir rester en poste à Matignon si ce budget n'est pas adopté, si la France n'a pas un budget au 1er janvier. Et donc, c'est pour ça, je pense aussi que Emmanuel Macron se retrouve en marge, puisqu'il n'est plus du tout convoqué pour parler de budget, ni en on, comme on dirait, ni sur les plateaux, ni on ne l'interroge plus là-dessus, ou alors de très très loin, ni en off, c'est-à-dire les membres, fussent-ils de son propre socle, ne se réfèrent plus à lui, ne se demandent plus qu'est-ce que veut le président. Il lui demande même d'austère, je crois. C'est les rumeurs qui courent, mais effectivement, moi j'ai connu, quand j'ai commencé à suivre le budget, c'était il n'y a pas si longtemps, on était en majorité relative, et à cette période-là du budget, c'est quelque chose que je voyais, c'est-à-dire le moment où le budget a été déposé à l'Assemblée, où les députés débattent, où ils font des amendements, c'est-à-dire qu'ils modifient le texte qui a été déposé par le gouvernement, au sein du socle commun, et même un peu au-delà,
on s'en référait énormément à l'Élysée. On nous disait, ça, on propose ça, mais il va falloir voir ce que dit le Premier ministre et surtout ce que dit l'Élysée. C'est plus du tout le cas. Et donc là, on est sur aussi un isolement au niveau de l'actualité, puisque il se retrouve effectivement à s'agiter un peu en marge, à essayer d'aller voir des élus, essayer de peser, essayer de dire des choses, à un moment où on ne veut parler que de budget, et là, il n'a plus la main. Quels sont les rapports qu'il entretient avec le Premier ministre actuellement ? Écoutez, ils sont bons au sens où Sébastien Lecornu, dès lors qu'il a fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'au moment de la présidentielle, après, en 2017, a choisi de se mettre dans la posture du bon élève parfait, c'est-à-dire celui qui est toujours aligné sur les positions et sur la personne, surtout, du président de la République. Ça lui a réussi parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui est au gouvernement depuis le plus longtemps. Il n'y a pas d'autre exemple. Avec Gérald Darmanin, mais qui était sorti pendant la période Barnier. Lui, il est là donc depuis juin 2017 au gouvernement. Et il a fait le choix de toujours coller au président, ce qui était naturel lorsqu'il était ministre des Armées. Parce que là, s'il y a un domaine où il faut un alignement parfait avec le chef de l'État, c'est bien celui-là. Bon. Mais cet alignement lui a permis de se faire apprécier d'Emmanuel Macron, qui, on le sait, a toujours eu un rapport, non pas distant, mais disons qu'il s'est très vite lassé de ses premiers ministres. Bon. Mais je vous renvoie aux portraits initiaux qui étaient faits d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal. Lorsqu'Édouard Philippe a été nommé, qu'est-ce qu'on a dit ? On dit Emmanuel Macron, en fait, comme il veut exercer le pouvoir lui-même, il choisit quelqu'un qui n'existait pas dans le paysage, quelqu'un qui lui sera totalement loyal, totalement fidèle, avec qui il sera totalement tranquille. Lorsque Gabriel Attal a été nommé pour remplacer Elisabeth Borne, on dit Emmanuel Macron nomme le petit jeune dont il a fait la carrière, etc. Et sous-entendu, voilà pour lui un gage de tranquillité absolue qui va lui permettre de rester le maître unique de la conduite des affaires du pays. On le dit à nouveau à propos de Sébastien Lecornu. Pour l'instant, ça semble être le cas, parce que c'est le choix des deux hommes. Mais après, voilà, la vie politique, elle a ses réflexes, elle a ses habitudes. Et bon, lorsqu'il y en a un qui prend trop la lumière au détriment du président de la République, ce qui n'est pas toujours bien vu, on l'avait vu avec Édouard Philippe, ce qui a provoqué la rupture Macron-Philippe, c'est qu'au bout d'un moment, Édouard Philippe est devenu plus populaire que lui, c'est à lui qu'on a crédité, à tort ou à raison, la gestion du Covid, etc. Bon. Pareil, Gabriel Attal, il est arrivé, il s'est fait remarquer au moment du salon de l'agriculture pour régler la crise agricole qui était vive à ce moment-là. On n'aime pas ça. Vous voyez, donc un président de la République n'aime pas un Premier ministre qui prend trop la lumière à ses dépens. Il n'aime pas non plus un Premier ministre qui le tire trop vers le bas. Vous voyez, c'est un art difficile. Donc pour l'instant, tout va bien. Et je n'ai encore entendu aucun écho critique à l'Élysée sur Sébastien Lecornu, ni pour l'instant encore aucune prise de distance de Sébastien Lecornu à l'égard du président. Mais maintenant, attendons les épreuves. Attendons de voir si le budget est voté ou pas voté. Attendons de voir s'il y a censure ou pas censure. Et je suis prêt à vous prendre le pari que s'il y avait un accident parlementaire, eh bien, on comptera dire oui, mais peut-être que le Premier ministre ne s'y est pas bien pris de ça. Vous savez, depuis, je lis allusion à la succession rapide des premiers ministres, on a eu Michel Barnier. Bon, on a dit, tiens, voilà, un nouveau style, nouvelle méthode, etc. Bon, ça n'a pas abouti. Arrivé Bayrou, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, forcément, Barnier s'y mal pris. Il n'a pas su discuter. On va faire autrement, vous allez voir, ça va marcher. Ça n'a pas pu se marcher. Après Bayrou, Lecornu, et là on dit, oui, mais Bayrou s'est très mal pris, regardez sa méthode, il s'est mis à dos les socialistes, on va faire différemment, ça va marcher. Pour l'instant, on n'a pas encore le verdict, ça ne marche pas terrible, ou plus exactement. Le paradoxe, c'est que si ça marche, ce sera au détriment des intérêts du pays. Parce qu'il faut quand même revenir à ça. Le but du jeu n'est pas de garantir la pérennité d'un gouvernement. Non. On en fait des tonnes sur la supposée stabilité. On dit, voilà, il faut à tout prix préserver la stabilité du pays. Mais si le prix de la stabilité, c'est 34 milliards d'impôts en plus, si c'est le renoncement à une réforme des retraites qui va donc peser ensuite sur les retraités futurs ou encore plus sur ceux qui sont actifs aujourd'hui, le coût de la stabilité sera vraiment très, très élevé. On s'y dirige tout droit, là, à la facture
On s'y dirige effectivement dans le sens où là, on arrive à la fin de l'examen à l'Assemblée nationale de la partie recettes. C'est une partie importante puisque c'est celle qui régit quels impôts il y aura l'année prochaine. Et on voit qu'au gré en fait, d'alliances mouvantes qui étaient tout à fait prévisible puisqu'on sait que l'Assemblée est morcelée et donc c'était déjà le cas l'année dernière. Les députés en séance avaient voté au gré de marées comme ça, politiques, où parfois la droite vote avec le Rassemblement national. Là, récemment, vendredi, on a voté une nouvelle forme de taxation des plus aisés. C'est le MoDem, le Rassemblement national et les socialistes. Alors, voyez l'attelage. Donc là, on se dirige sur la partie recettes, et ce sera pareil si la partie dépenses de l'État est examinée à l'Assemblée sur quelque chose qui n'a pas de... Voilà, qui n'a pas de sens politique. Et ça va être la chose dommageable. Et Guillaume était en train de parler de l'épreuve budgétaire et de comment ça pourrait détériorer les relations entre le Premier ministre et le Président. Et effectivement, ce qu'il y aura dans ce budget, s'il est adopté, déjà, il y a la problématique de s'il est adopté, peut-être que Sébastien Lecornu en ressortira brillamment ou avec un peu plus de brillance, et là, ça pourrait poser problème à l'Élysée. Et surtout, si ce budget est adopté, il sera adopté au détriment, alors effectivement, probablement du déficit ou du contribuable, ou les deux, mais il sera peut-être aussi adopté au détriment de tout ce qui reste, et il reste peu, de l'héritage politique d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai que ça a été un véritable repli pour la Macronie de défendre le bilan économique, mais là on voit que c'est pas le bilan économique, de quoi on se souviendra, qu'est-ce qui restera à défendre après la fin du second mandat à Emmanuel Macron. On aurait pu penser à la suppression de l'ISF, qui était quelque chose de très symbolique du premier mandat. Là, j'étais en train de parler du fait que on a voté une nouvelle taxation sur les riches que les socialistes sont empressés d'appeler, et pas forcément complètement à tort, le nouvel ISF. Donc ça, c'est en train d'être détricoté. J'ai déjà parlé de la réforme des retraites. J'ai moins parlé, mais c'était aussi très structurant dans les milieux économiques. La pensée économique d'Emmanuel Macron, c'était vraiment, on va baisser les impôts sur les entreprises et on va produire plus. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on inscrit dans le budget ? Une surtaxe encore des entreprises. Ça va poser problème. Pierre, si d'aventure le budget, ça se terminait mal et que il n'y aurait pas de budget, qu'il y ait une motion de censure, que cette motion de censure soit adoptée, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est obligé, cette fois-ci, de dissoudre ? Non, il n'est pas obligé. La Constitution ne l'oblige pas. La pression va monter, si tant est qu'elle puisse encore monter de plusieurs crans, mais en tout cas, elle est déjà très très haute, donc elle montera d'un cran non seulement sur la dissolution, mais sur la démission. La démission, il y a quand même, entre la situation que je décrivais il y a tout juste un an, il est très très rare qui demandait sa démission, peut-être un ou deux, peut-être Jean-François Copé déjà. Et aujourd'hui, maintenant, il y a pléthore de on va les écouter, tiens, Pierre, regardez. On va les écouter. Dissoudre l'Assemblée ? Vraiment ? L'erreur a été commise une première fois et il faudrait recommencer ? Pourquoi le résultat du vote serait-il différent ? Alors il ne reste, en toute lucidité, que l'option d'une élection présidentielle anticipée. C'est la seule élection qui peut rebattre les cartes. Et tant pis si je prêche dans le désert. C'est la seule solution. C'est que le président de la République accepte cette idée de programmer sa démission, pas demain, sinon ça va être encore le désordre, mais au lendemain des municipales, dans 6 mois, ce qui veut dire que... 6 mois, le temps d'avoir une campagne présidentielle, c'est ça ? Il dit aux forces politiques, organisez-vous pendant 6 mois, bloc par bloc, pour choisir vos candidats, y compris par des primaires. Au lendemain des municipales, je démissionnerai, moi, Emmanuel Macron, et à ce moment-là, il y a une présidentielle anticipée au mois de mai, et on remet la France en ordre de marche. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution, et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Oui, donc voilà. Oui, mais en fait, on voit bien. Alors, je pense que la démission, si on essaye de se mettre dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est pas toujours facile, mais on peut considérer que la situation internationale l'empêche. Ouais. C'est-à-dire l'empêche.
lui donne le sentiment que le risque majeur pour la France de se retrouver en pleine campagne présidentielle alors que nous sommes dans une situation internationale extrêmement tendue, c'est probablement et assez légitimement un argument pour considérer que ça n'est pas forcément la bonne solution. La dissolution, je le dis, ça n'est pas une obligation, mais la pression va devenir quand même très très forte après 3 premiers ministres qui échouent devant le Parlement en 1 an. Que reste-t-il comme solution ? Un énième politique en situation de pouvoir gagner du temps. En réalité, on voit bien que la période sensible, ce sont les élections, ce sont les périodes qui suivront ou la période qui suivra les élections municipales. Ouais. On peut considérer qu'après les élections municipales, si ce gouvernement tient, il est en situation de pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça que tout se joue aussi dans un jeu de calendrier et de contre-la-montre qui peut paraître un peu surréaliste pour les Français qui, effectivement, comme le disait Guillaume à l'instant, la note est très salée pour pouvoir acheter de la stabilité. Ouais. Les Français aujourd'hui, quand moi j'entends parfois effectivement des responsables politiques dire les Français sont très inquiets de l'instabilité, sans doute, mais quand ils regardent l'addition et le prix qu'il faut payer pour l'instabilité, on le voit assez mécaniquement dans les enquêtes d'opinion, ils sont massivement favorables à la dissolution et ils sont maintenant très majoritairement favorables à la démission du président de la République. Donc les logiques d'opinion s'imposent au président, mais le président garde malgré tout, et on peut parler d'isolement, d'effacement, de solitude, de perte de popularité, même de rejet absolu, il reste que les institutions de la Ve République lui donnent toujours cette maîtrise du choix, du calendrier et de la dissolution et de la démission, et que d'après ce que l'on a cru comprendre de la démarche stratégique du président, il n'est ni favorable à un cas, ni favorable à l'autre. Reste à savoir ce qui se passera dans l'hypothèse de l'échec de Sébastien Lecornu, et ça, personne aujourd'hui ne connaît les secrets de la réflexion présidentielle. Alors, c'est quand même une curiosité, parce qu'on est resté avec l'image d'un président de la République en France, sous la Ve République, puissant, fort. Il a toutes les armes de la puissance, hein. Il nomme un Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il est le chef des armées, il peut convoquer un référendum, enfin... Et néanmoins, là, il y a une espèce d'impression d'impuissance qui est tout à fait incroyable. Oui, et je pense que ça aussi, c'est un critère déterminant dans la déception, voire de la colère des Français, voire la détestation, j'allais presque dire la haine par rapport à Emmanuel Macron. C'est que beaucoup de gens ont le sentiment que, d'abord par ce choix du en même temps, et donc ce dynamitage de la structuration de notre vie politique entre gauche et droite, puis après cette dissolution ratée, il a lui-même abîmé nos institutions. Et donc, je pense que c'est une erreur de demander sa démission, parce que c'est un saut dans l'inconnu qui fait que, compte tenu de la fragilité, de la fracturation du pays, si en plus la seule institution, la pièce maîtresse, la pierre angulaire de nos institutions est remise en question par une sorte de démission forcée sous la contrainte, alors qu'est-ce qui reste pour tenir le pays? Donc je crois que tous ces gens qui demandent la démission du président devraient vraiment réfléchir longuement à la responsabilité par rapport à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il n'y a pas de solution, à part peut-être une dissolution, parce que ça, c'est entre guillemets une décision normale dans le cas de nos institutions, mais sinon, on est dans une impasse qui est presque totale, et c'est du fait du président de la République. Oui, le paradoxe, c'est que je pense que l'intérêt personnel d'Emmanuel Macron serait de provoquer une dissolution. Parce que s'il y a une dissolution, on retourne aux urnes, bon, on entendait Valérie Pécresse qui disait on aura le même résultat. Non, je pense qu'on n'aura pas le même résultat. Même sûrement pas. Sûrement pas. Bon, une forte poussée du Rassemblement national, c'est ça? Plus haut, sans doute, et avec un bloc central beaucoup plus bas. Oui, c'est ça. Donc, en gros, potentiellement, il y aurait une majorité relative, à tout le moins, pour le Rassemblement national, et donc la possibilité pour lui de nommer Bardella à Matignon. Qu'est-ce qui se passerait ce jour-là? Celui qui serait au centre du regard et donc du jugement de l'opinion, ce serait le nouveau Premier ministre. Bon, les mitraillettes, elles changeraient de... On serait dans une cohabitation, là, pour le coup. Voilà. Bon. Et Pierre rappelait que et Mitterrand et Chirac avaient su se refaire une santé dans le cadre d'une cohabitation. Si Emmanuel Macron était confronté à une cohabitation, alors ce serait pour un temps plus court, parce qu'il n'y aurait plus qu'un an avant la fin de son mandat. Mais voilà, au moins il y aurait une identification du pouvoir, et donc
dans un jeu naturel de la vie démocratique, eh bien, c'est au gouvernement en place que l'on demande des comptes et que les colères, les exaspérations, les attentes de l'opinion s'expriment. Là, Emmanuel Macron est dans cet entre-deux où on a bien vu qu'il n'a plus les manettes, hein, il n'a plus de majorité personnelle à l'Assemblée nationale, mais en même temps, c'est quand même toujours lui qui veut quand même gouverner. Donc il a d'une certaine manière la double peine pour lui. Et s'il veut que la question de la démission ne pèse pas sur lui, à mon avis, la dissolution déplace le problème et ça lui garantirait de pouvoir terminer son mandat au moins tranquillement sur le plan institutionnel. Pierre ? Qu'est-ce qui fait que, si on essaye de comprendre ce niveau de résistance extrême du président à dissoudre, c'est probablement parce qu'il s'inquiète, et à juste titre, de la violence du dégagisme qui pourrait frapper ces élections législatives. Ouais. C'est-à-dire que si la violence du résultat est telle que son bloc central, c'est-à-dire son camp d'origine, soit totalement détruit. Quand je dis détruit, c'est comparable à ce que peut-être les socialistes ont connu en 93 quand ils se sont retrouvés avec à peine le niveau nécessaire pour constituer un groupe parlementaire. Si vous êtes dans cette situation de rejet par rapport aux deux cohabitations qu'on a connues précédemment, reviendra une nouvelle fois le débat sur comment peut-il encore rester un an alors qu'il est totalement défait. Et à ce moment-là, à nouveau, on aura une pression sur la démission, alors même qu'effectivement, on pourrait avoir un gouvernement avec majorité relative, certes fragile, mais légitimé par les urnes. Je pense qu'il y a encore une autre dimension qu'il ne faut jamais sous-estimer quand il s'agit d'Emmanuel Macron, c'est l'amour-propre. L'autre jour, j'ai revu son intervention, sa déambulation au Louvre, le soir de son élection de 2017. Sa première élection. Voilà, le soir de sa première élection. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il est applaudi, bien sûr, il marche sur l'eau, c'est normal, et il cite à un moment Marine Le Pen, en disant « je voudrais exprimer, je sais pas quoi, mes pensées pour ceux qui n'ont pas voté pour moi ». Et là, la foule se met à crier. Elle se met à siffler, plus exactement. Et Emmanuel Macron leur dit « mais ne réagissez pas comme cela. Et je prends un engagement ce soir, devant vous, c'est de faire en sorte que plus jamais les Français ne soient tentés de voter pour ce parti. » Et donc, une démission... une dissolution suivie d'un score élevé du Rassemblement national, mais ce serait, me semble-t-il, la quintessence de l'échec, c'est-à-dire que le président aurait échoué dans son premier engagement vis-à-vis du pays. Peut-être le rempart contre le Rassemblement national. Ouais. Et je pense que ça doit jouer dans son esprit. Alors, il n'est pas... je veux dire, il aime bien surprendre son monde. Et pourquoi pas un référendum ? Pourquoi pas? Il faudrait le demander à lui. C'est vrai qu'on avait eu, de nouveau dans le débat, lui-même avait remis en orbite, c'était après, après ce coup de massue que s'était pris son camp. Mais ça n'avait rien donné. Un référendum, oui, mais pourquoi? Sur quoi? C'est-à-dire que sur les grands sujets... sur l'immigration, comme le réclame par exemple le Rassemblement national. Bien sûr qu'il puisse en organiser un. Ouais. Déjà, ce n'est pas sûr. Et puis en plus, ce serait, quand bien même il le pourrait, ce serait donner le point à un camp qu'il veut combattre, même. C'est ce que vous étiez en train de dire à l'instant. Du point de vue presque de l'histoire, il veut combattre ce camp. Donc ça ne peut pas être là-dessus. Sur l'économie, on est très contraint puisque les déficits dérapent toujours, ils vont peut-être encore déraper l'année prochaine, donc on n'a pas vraiment de grands leviers pour lancer des réformes économiques d'ampleur. Sur les retraites, on a vu ce que ça a donné. Un référendum, je pense qu'il aimerait bien, ce serait une façon effectivement peut-être d'essayer de se relancer comme il l'avait fait avec le grand débat. Je ne vois pas sur quoi ça pourrait être. Oui, puis surtout le problème c'est qu'on le disait tout à l'heure, les institutions c'est quelque chose de sérieux. Bon. Et donc, le référendum, c'est une disposition constitutionnelle. Article 11. Article 11, oui. Voilà, 89, mais bon. Président constitutionnelle par le 89 et référendum par l'article 11. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, très tôt, il parle du référendum. Souvenez-vous, lorsqu'il convoque la Convention citoyenne sur le climat, il en sort une seule proposition, il dit qu'il va tout reprendre sans filtre, et il n'évoque pas, il annonce un référendum sur les conclusions de cette convention citoyenne. Bon, il y a une annonce formelle, hein, c'est pas on va voir si, c'est voilà, je convoquerai un référendum. Il n'a pas lieu.
Ensuite, en 2022, après sa réélection, souvenez-vous, il lance les fameuses rencontres de Saint-Denis avec les partis. Il dit, bon là, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut consulter davantage les Français, donc on va réfléchir ensemble à un sujet de référendum, faites-nous des propositions, etc. Ça n'aboutit sur rien. Il y a 6 mois, hein, dans ses vœux de décembre donc 2024, bon, pareil, il dit qu'il va recourir au référendum. Enfin, il parle de consulter les Français. Bon, on ne voit rien. Bon. Et lorsque un outil institutionnel, on l'invoque à de nombreuses reprises sans jamais recourir, au bout d'un moment, c'est plus crédible. Bon. Et pourquoi finalement il n'a jamais fait de référendum? C'est qu'il s'est dit à différents moments, tiens, ce serait bien de faire un référendum au nom de la respiration démocratique, au nom de ceci, au nom de cela. Bon, mais un outil n'a un sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin dans l'absolu d'une pelle. On a besoin d'une pelle si on a un trou à faire, si on a une bordure à construire, etc. Bon, l'outil en lui-même, il n'est pas... Bon. Et là, on a le sentiment que Emmanuel Macron se dit, tiens, un référendum, pourquoi pas? Bon, maintenant, faut qu'on trouve une idée. Bon, là, ça, c'est prendre l'outil à l'envers. Et c'est pas crédible. Et plus le sujet du référendum est sensible, plus il est controversé, plus il suscite des clivages, et plus le risque de reproduire un référendum qui soit non pas une réponse à la question posée, mais une réponse à celui qui la pose, c'est-à-dire plutôt un non, clairement. Évidemment, ça ne met pas le décideur, en l'occurrence le président de la République, en situation d'y aller vraiment le cœur vaillant, parce qu'il sait très bien que le risque majeur, ce soit qu'une nouvelle fois, alors ça ne serait pas la dissolution, mais cette fois un référendum, qu'ils doivent supporter un non que d'autres prédécesseurs, que des prédécesseurs ont supporté également, avec des conséquences que l'on sait. Pour l'un d'entre eux, la démission. C'est le général de Gaulle en 68. Guillaume, 69. En 69. Guillaume, est-ce que la période que l'on vit là actuellement, qui est quand même assez improbable, va peut-être pourrait marquer durablement l'organisation de nos institutions? Est-ce qu'on va pouvoir gouverner à l'avenir, après 2027, comme on gouvernait naguère? Alors, malheureusement, il est trop tôt pour répondre à votre question. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'élection présidentielle qui probablement pourra trancher ce nœud gordien et nous sortir de cette crise par la concomitance, le suivi immédiat d'un choix d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente, puis d'une majorité à l'Assemblée. Donc la question c'est, est-ce que ce qui a toujours fonctionné jusqu'à présent, c'est-à-dire une forme de cohérence des Français consistant à dire « Ok, on choisit monsieur machin ou madame truc comme président de la République et on lui donne la majorité dont il ou elle a besoin », si on revient dans, entre guillemets, cette cohérence, ce cercle vertueux, alors je pense que nos institutions peuvent repartir. Moi, je crains plus un épuisement politique qu'institutionnel. Je crois que la déception vis-à-vis d'Emmanuel Macron, dont on parle depuis le début de cette émission, elle est à la hauteur de l'espoir que les Français avaient mis en lui, mais j'allais vous dire que c'était vrai pour tous ses prédécesseurs. Et que ce qu'il faut souhaiter pour sortir de cette crise, c'est que nos compatriotes mettent au bon niveau leur degré d'attente, leur niveau d'attente dans leurs responsables politiques. C'est-à-dire qu'il faut une bonne fois pour toutes qu'on ne croit pas que les responsables politiques sont des magiciens qui vont assurer notre bonheur et faire en sorte que tout ira mieux sans qu'on ait besoin de faire des efforts. Et je pense que tant qu'on n'est pas sorti de là, cette crise, elle continuera au-delà même des blocages institutionnels. J'espère qu'on vous entendra, j'en suis pas certain. Pas sûr, mais bon. Oui, mais il y a un côté démiurgique. Oui, mais bien sûr. Mais ça, vous savez, pardon, c'est très vieux. Ça, vous savez qu'il y a des gens très compétents, bien plus savants que moi, comme François Furet, qui ont théorisé ça depuis la Révolution française. Le drame de la Révolution, c'est qu'on ne fait pas une révolution pour avoir moins d'impôts ou une ascension sociale plus rapide. On fait la révolution pour apporter le bonheur aux gens. Et dès lors qu'on attend ça des politiques, ça peut que mal finir. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Et à la fois, bien sûr, on a raison de dire que l'une présidentielle est le rendez-vous phare, le rendez-vous majeur, etc., le moment où les grands choix peuvent être faits. Mais d'abord, dans les faits, il faut bien voir que toute campagne électorale, elle ne se fait jamais sur un projet, on en débat, etc. Il y a des projets, mais qui sont télescopés par l'actualité, par des crises nationales ou internationales, par un fait divers qui fait irruption. Souvenez-vous de 2022 et Papivoise, qui permet à Jacques Chirac d'être élu finalement. Voilà, donc le débat pur et théorique sur un grand projet, ça n'existe pas. Ensuite, j'allais dire que si
une élection présidentielle permettait de trancher de manière réelle un certain nombre de questions, ça serait, prenons le seul exemple des retraites. Tout le monde aujourd'hui dit, ah ben non, aujourd'hui la réforme, c'est pas avant, remettons les compteurs à zéro à la présidentielle, et là les candidats diront clairement quel système ils veulent, etc. La dernière fois qu'un président de la République a fait campagne sur une réforme 2022. C'est de 2022, il s'appelait Emmanuel Macron, c'était d'autant plus simple à s'en souvenir que c'était la seule proposition. Bon, Emmanuel Macron, non seulement il a été réélu contre Marine Le Pen, donc certains disent, vous voyez, il n'a pas été réélu pour lui, mais bon, mais au premier tour, c'est le candidat qui est arrivé en tête, et très nettement, loin devant tous les autres candidats. Donc il est arrivé en tête au premier tour, il a gagné au second tour, en ayant pour seule proposition la retraite à 65 ans. C'était ça sa proposition de campagne. Donc il avait pleinement la légitimité démocratique pour mettre en œuvre cette réforme. On voit que 2 ans après, cette réforme est contestée et abandonnée par celui-là même qui l'a portée. Donc l'illusion de dire, puisque une réforme sera validée par la présidentielle, tout ira bien après, c'est faux. Voilà, la vérité, c'est que lorsqu'il y a des décisions difficiles à prendre, hein, c'est le cas sur la réforme des retraites, ce serait le cas s'il fallait revoir le modèle social, ce serait le cas s'il fallait vraiment réformer l'école, ce serait le cas s'il fallait vraiment réformer l'hôpital. Bon. On ne fera jamais l'économie de la contestation, de l'impopularité. Il y a un problème aussi de volonté politique et de courage politique pour dire, je vous prends pas, parce que dire, allez, on va réformer l'école, on va refonder l'hôpital, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Mais dire concrètement, ça veut dire que telle chose, telle pratique qui est faite aujourd'hui ne sera plus possible demain, telle prestation qui est générale aujourd'hui, elle ne le sera plus demain. Ça, c'est plus compliqué, et ça, pour le coup, ça suppose un minimum de courage politique. Et je pense qu'on y reviendra, si vous voulez bien. Je pense qu'on y reviendra. Alors là, c'est maintenant le moment d'écouter vos coups de cœur et vos coups de griffe. Guillaume, est-ce que vous ouvrez le bal? Je commence par quoi? Le coup de cœur? Le coup de griffe. Alors, le coup de griffe, il est pour l'Union européenne qui, une fois de plus, veut faire elle aussi veut faire notre bonheur à notre place. C'est-à-dire que non seulement de dire qu'il faut repasser son permis de conduire, qu'on n'aura plus le droit à avoir des découvertes, il y a une mesure, une directive qui est passée un peu inaperçue, qui à mon avis est une grave erreur, c'est la transparence sur les salaires. Ça ressemble à une bonne idée, on dit dans les entreprises, il faut que chacun sache ce que gagne le voisin, qu'il y ait la parité entre les hommes et les femmes. Tout ça, ce sont des bonnes intentions. La vérité, c'est que tous les patrons que je rencontre me disent c'est une grave erreur parce que elle est en fait assez rationnelle, la politique des salaires dans une entreprise. C'est que si vous voulez garder les bons, il faut les payer mieux que les autres. Mais c'est très difficile de dire à ceux qui sont moins bons, on est désolé, on ne vous augmente pas, parce que, honnêtement, vous êtes beaucoup moins performant que votre voisin de bureau. Et si vous avez la transparence, vous devrez avoir ça, et à mon avis, c'est une très mauvaise chose. Et puis, mon coup de cœur, il est pour le bleuet de France que j'ai le privilège de porter. Comme vous pouvez tous le porter, vous savez que c'est une vieille institution qui date de la fin de la Première Guerre mondiale, et l'idée, c'était de récolter de l'argent en vendant ces bleuets pour pouvoir aider les familles de ceux qui étaient morts à la guerre. C'est une institution qui était un peu tombée dans l'oubli, et puis François Hollande, puis Emmanuel Macron l'ont un peu remise au goût du jour, et il y a une campagne en ce moment de levée de fonds du bleuet pour les victimes du terrorisme ou pour les familles de policiers morts en service, et donc on est invité à le porter entre le 1er et le 11 novembre. Et alors, où est-ce qu'on se le procure? Alors, pour être tout à fait honnête, celui-là, c'est la ministre déléguée aux armées qui me l'a donné sur le plateau d'LCI hier, mais j'en avais un autre parce que vous pouvez le commander sur le site du Bleuet de France par Internet. Guillaume? Je commence par le coup de griffe également. Oui. Alors, le coup de griffe, je l'attribue à Gabriel Attal, dont on a parlé, à propos de son absence lors du débat sur le vote. Jeudi dernier, sur la résolution. Les accords de réclamant que l'on abroge l'accord de 68 sur l'Algérie. Coup de griffe parce que cette révision, cette remise en cause de l'accord de 68, Gabriel Attal l'avait réclamé comme patron du parti. Au mois de janvier dans le Figaro, d'ailleurs. Voilà, après Édouard Philippe et après d'autres également. Là, on le sait, ce texte était porté par le Rassemblement national. Alors, soit comme l'ont fait LR et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, on dit ce qu'on regarde, c'est l'objet du texte. Et ça va dans le sens de ce qu'on veut, c'est même nous qui le réclamions, donc on vote. Soit on invoque encore des grands principes politiques en disant moi jamais je ne voterai pour un texte porté par tel ou tel parti, en l'occurrence par le Rassemblement national, et auquel cas on le combat. Bon. Et Gabriel Attal, étant un peu gêné aux entournures, plutôt que de dire oui j'assume de voter pour
où j'assume de voter contre, a dit bon bah moi je ne serai pas là ce jour-là et puis les députés feront un peu comme ils veulent et ils sont abstenus. Voilà, quand on est chef de parti, je pense qu'on doit davantage prendre ses responsabilités. Le coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est pour un film qui s'appelle Sacré-Cœur, qui a été fait par un couple, Sabrina et Stéphane Gunnel. Alors, comme son nom l'indique, le sujet n'est pas du tout politique. Et ça peut être étonnant d'en parler dans un club politique, mais pourquoi j'en parle? Parce que Sacré-Cœur, ça raconte, vous savez, il y a eu des apparitions à une religieuse visitandine à Paray-le-Monial au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, qui a donné toute une fécondité spirituelle, qui a façonné un peu l'histoire spirituelle de la France de ces années-là, non? Et ce film retrace ça et la fécondité actuelle de cette spiritualité. Donc on est vraiment dans un sujet purement spirituel et religieux. Mais comme souvent, la politique s'en est mêlée. Par exemple, la RATP a considéré que mettre des affiches dans le métro, ce serait une enfreinte à la laïcité. Vous voyez que dans le métro, il y a le droit d'avoir des affiches pour des sites de rencontres qui invitent à l'infidélité. Voilà, ça ne pose aucun problème à personne. En revanche, là, ça mettra en cause la laïcité, donc c'est interdit. Et puis surtout, certains ont découvert que parmi ceux qui avaient financé le film, il y avait une société de production dont une partie de départ était détenue par Pierre-Emmanuel Stérin, qui est devenu la bête noire. Ouais. Voilà, bon. Ouais. Et donc, on a dit, tiens, c'est l'extrême droite qui est derrière. Et aujourd'hui, ce qui est typique, c'est qu'on ne cherche plus à comprendre de quoi on parle, on ne cherche plus à comprendre quel est l'objet de ce film, on dit, il y a de l'extrême droite quelque part, donc ça suffit à disqualifier. Le seul effet, c'est finalement que cette polémique aura conduit à aller voir le film, et tant mieux pour le film. Chère Julie, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, de façon très brève, parce que excusez-moi. Le coup de griffe. Mon coup de griffe ira à Édouard Geffray, qui est donc le ministre... le ministre on ne sait pas suffisamment, mais de l'Éducation nationale. De l'Éducation nationale, exactement, qui défend en ce moment, dans son budget à lui, 4000 suppressions de postes d'enseignants l'année prochaine. Alors, c'est évidemment pas si simple. Le gouvernement dit que c'est à cause de la démographie, il y a moins d'enfants. C'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi des postes d'enseignants stagiaires qui vont être créés. Mais pour moi, c'est encore... très symptomatique d'un réflexe très français, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fonctionnaires, une énorme fonction publique, une fonction publique pléthorique, qui est notamment pléthorique du fait des postes administratifs, et quand on veut réduire, on réduit d'abord sur les postes opérationnels, et ça, je trouve ça dommage. Et pour prouver que ce n'est pas une attaque ad hominem, mon coup de cœur va aussi à Édouard Geffray, vous voyez, très nuancé, qui a mis un coup de projecteur ce matin en interview sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Il a annoncé qu'entre 2022 et 2024, il y a 600 poursuites pénales qui ont été engagées sur ce sujet. Et donc c'est bien d'avoir des réponses fortes, en tout cas selon moi, contre ce fléau qui touche encore 37% des jeunes, selon une étude récente. Pierre, vous avez le bonheur... Le coup de griffe, il est plutôt au pluriel. Ce sont les coups de griffe, à la représentation nationale et à ce que j'appelle un peu cette nocivité fiscale, tous azimuts, on en a parlé. Ce qu'on a vécu la semaine dernière. En fait, c'est assez significatif, au-delà des circonstances de la note à payer pour la stabilité, comme on vient de le dire. C'est assez représentatif. J'avais mesuré ça ces dernières années à plusieurs reprises, de la difficulté de compréhension du monde de l'entreprise par de nombreux députés à l'Assemblée nationale, de manque de connaissance de la réalité de l'entreprise, chef d'entreprise que je suis, et je vois bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui leur échappe. Mais là, on est vraiment dans le divorce. On est dans quelque chose qui est brutal et qui fait comme si c'était à eux de payer la note de l'inconséquence qu'on a décrit tous ensemble lors de cette émission. Le coup de cœur est plus un hommage, il est plus une pensée pour l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas qu'on s'habitue au fait qu'il soit en prison, ça fait 15 jours bientôt. L'actualité fait que finalement tout se succède et on finit par... Non, beaucoup de Français ne l'oublient pas. Et je voudrais avoir une pensée pour lui, pour sa force de caractère, pour sa résistance, pour la difficulté, la très grande difficulté qui est la sienne en ce moment. Et je trouve qu'on doit associer à ce coup de cœur, en tout cas moi je le fais, ses proches, sa famille, qui continuent à le voir. Et c'est pour cette raison que je voulais profiter de cette occasion de cette émission pour lui rendre cet hommage. Décision importante le 10 novembre, dans une semaine précisément, où on saura effectivement si il est maintenu en prison ou en revanche il peut sortir.
Merci à vous quatre, merci beaucoup de votre contribution au débat et de vos éclairages sur, sur ce président de la République qui maintenant est en fin de mandat, certains disant fin de règne, dans une situation qui est pour le moins compliquée pour lui et pour nous. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau club politique, lundi prochain, à la même heure. Bonne nuit et à la semaine prochaine.